Bonjour à vous, fans de pop culture. Et aujourd'hui, on est parti pour le troisième film de notre série de reviews sur les films One Piece. Et encore pour rappel, les prochaines vidéos seront sur d'autres sujets avant de revenir sur cette grosse rétrospective. Mais pas de panique, nous y reviendrons assez vite et les prochaines vidéos promettent aussi du nouveau pour la chaîne. Comprenez, on a quand même besoin de parler d'autres sujets. Sur ces belles paroles, je vous propose de repartir avec moi pour le troisième film dérivé de la saga One Piece, L'étrange île des animaux. Après le succès tonitruant du deuxième film, arrivant à 3 milliards de yens, la Toei poursuit son aventure et engage la même équipe que le précédent pour animer cette suite. Ainsi, Junji Shimizu reprend la tête de la réalisation, Hiroshi Hashimoto revient à l'écriture, mais seul manque à l'appel, Eisaku Inoue quant à lui quitte son poste de directeur d'animation et de chara-designer. Alors pour rappel, le directeur d'animation, c'est en gros la personne qui supervise la correction et l'harmonisation des différentes scènes produites par plusieurs animateurs. Et on peut dire que Eisaku Inoue, ce n'est rien de moins que l'un des animateurs et chara-designers phares de la Toei, ayant notamment beaucoup travaillé sur la série Senseiya. C'est d'ailleurs à lui que l'on doit les chara-design du film précédent. Aïe 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 aïe. C'est moche! Mais pour les fans de ce dernier, ne vous en faites pas, gardez Inoue bien dans votre tête, car on risque d'en reparler plus longuement dans les prochains films One Piece. Fais chier. Du coup, pour ce moyen métrage, il sera remplacé par Noboru Koizumi, l'un des directeurs d'animation et chara-designer de la série animée One Piece. Le film est donc prévu encore une fois pour le Toei Anime Fair de mars 2002 et sera accompagné d'un court métrage pour mettre à l'honneur la Coupe du Monde de foot qui se déroule cette année-là, au Japon et en Corée. Avec en bonus un petit caméo de Eiichiro Oda. Incroyable. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut aussi se décider de quoi va parler ce nouveau film. Sachant que l'équipe avait bien mis à l'honneur Sanji dans le deuxième film, l'idée est d'encore mettre à l'honneur le nouveau membre d'équipage des Chapeaux de Paille, avec ici Tony Chopper. Et c'est en soi une excellente idée. Depuis son introduction dans le manga et l'animé, la popularité du petit Ren n'est que croissante, et comment ne pas le comprendre? Petit, mignon, avec une backstory tragique, le personnage est extrêmement attachant et idéal pour vendre des petites peluches à son effigie. Un scénario est donc écrit avec l'idée de mettre Chopper bien en avant pour attirer plus de monde en salle, dans le but de réitérer, voire même dépasser les bénéfices records du second moyen-métrage. Et pour marquer le coup, le film bénéficiera d'un thème original pour son générique de fin, contrairement aux deux premiers qui avaient utilisé les endings de la série animée. C'est donc le groupe d'Asain qui s'y colle et waouh! Avec toute cette bonne volonté, le moyen-métrage sortira finalement conjointement encore une fois avec un film Digimon le 2 mars 2002. Et sinon, au niveau chronologique, c'est à partir de ce film que les choses deviennent compliquées. Disons qu'il n'est pas vraiment possible de resituer cette histoire dans la timeline de l'animé. La présence de Chopper nous indique que l'histoire se situe forcément après l'arc Drum, mais la non-présence de Vivi nous fait nous demander si l'on se situe après l'arc Alabasta. Mais ce n'est pas non plus possible vu que Robin ne semble pas faire partie de l'équipage. Alors à moins que Vivi ou Robin se planquent dans la cale du bateau pendant toute la durée du moyen-métrage, ce qui me semble assez improbable, ce film est impossible à resituer dans le manga ou même l'animé. Mais on peut noter que Vivi est par contre présente dans le court-métrage d'intro, ce qui est déjà un bon indice pour voir que son absence est bien volontaire et le pourquoi pourrait être source de moult théories, mais je pense qu'ils ont juste eu la flemme. Voyons voir ce que ça donne. One Piece, le royaume de Chopper, c'est parti! Bon, du coup, le film commence par... Je vais pas chercher à comprendre. Sans transition avec Nami... Non, je déconne, je laisserai pas passer ça, c'était quoi ce truc? Les films One Piece sont des animaux à poil court qui hibernent jusqu'au printemps et sortent tous les ans dans le but de se reproduire. Oh,
Regardez, la parade nuptiale commence. Bon, sinon le film commence par Nami qui montre à tout l'équipage sa jolie petite carte au trésor. Tout le monde est chaud pour aller le chercher, sauf Chopper qui dit que c'est trop dangereux. Il ne faut pas y aller. Ah, s'il te plaît, Chopper, fais pas ta mauviette. Bon, prenez votre temps pour vous remettre de cette subtile mise en bouche des enjeux du film, mais pas trop longtemps non plus, parce que le bateau se fait projeter dans les airs par un énorme jet d'eau qui semble entourer l'île à proximité. Et devinez quoi? Non, sérieux, devinez. Bah c'est l'île au trésor, déjà. Et le film a commencé depuis... Heureusement que le Sony s'est volé à amortir les chocs. Luffy, on est sur le mairie. Tout le monde va bien? Non, on a perdu Chopper. Oh bah ça va alors. Luffy et les autres accostent sur l'île et ils sont accueillis par des animaux, dont un perroquet qui parle. Eh mais vous avez vu, c'est un oiseau qui parle. Mon île, tu l'aimes ou tu la quittes? Ce dernier nous apprend qu'il est l'un des rares animaux de l'île à savoir parler et que nos héros ne sont pas les bienvenus. L'île est en effet un royaume uniquement habité par des animaux bizarres et un gamin humain appelé Mobambi. Et les habitants sont en plein deuil dû au décès naturel de leur roi bien-aimé. Le roi était très âgé, c'est une mort naturelle. Tu ne peux pas le pleurer indéfiniment, tu dois tourner la page. Mais il est mort il y a 5 minutes. Arrête de vivre dans le passé! L'île est bien sûr endeuillée comme l'indique le son de la cloche qui... Si je ne bouge pas, il me laissera sûrement tranquille. Mais sur cette île, on est du genre à aller très vite et on parle déjà de la prophétie sur le prochain roi qui, selon la coutume locale, viendrait du ciel. Et ça tombe très bien. Ou ça tombe très mal aussi. Il est littéralement tombé du ciel. Il s'est pris le rocher sacré dans l'oignon, comme la prophétie. Chopper devient donc le nouveau roi des animaux et quand ce dernier essaie de se tirer en douce, Mobambi veille au gras. Tu sais quoi, Chopper? T'as un nom vraiment génial. T'es fantastique. Je suis sûre qu'on peut compter sur toi en cas de problème. Je suis persuadée que tu es fort et courageux. T'es génial. Tu sais, on est tous ravis que tu sois notre nouveau roi. En attendant, Luffy et les autres se baladent sur l'île incognito. Enfin, ils essaient, et ils se font tout d'un coup surprendre par un troupeau de mange-cornes. Des animaux assez voraces qui ne s'en prennent qu'aux animaux à cornes, et sont contrôlés par les nouveaux vilains pas beaux du film. Et pour pas être beaux, nom de Dieu qui sont pas beaux. Oh là! Putain! Ah, concurrent sérieux là, hein. Bon, je vous les présente vite fait avant de dégueuler. Nous avons le général Hot Dog qui ponctue chacune de ses phrases par des... Nom d'un chien, sacré nom d'un chien. Je te déteste. Le président Ebi, autoproclamé le plus gros séducteur de la Terre. à noter qu'il a dit le plus grand, hein, pas le meilleur. Et notre méchant principal, le comte Battler, un soi-disant zoologiste et inventeur de génie, qui a créé un violon lui permettant de contrôler le troupeau de mange-cornes qu'on a vu précédemment. Il utilise ce troupeau pour lui ramener les cornes des animaux qu'il chasse, pour mieux les manger et en tirer soi-disant une nouvelle force. Alors, pourquoi? C'est pas encore très clair, et le comment est beaucoup plus troublant car il n'est jamais fait une seule mention de quelconque fruit du démon. Donc c'est juste un gars bizarre qui bouffe des cornes avec de la moutarde et qui me fait me demander comment il évacue tout ça. Dans la vache! Dans la vache! Sacré nom de Dieu. Birkin commence à me manquer. Les méchants et chapeaux de paille se rencontrent et ça clash très vite. Je sais que tu es mauvais, tu es un affreux Jojo. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Maurice. Pardon. Mais malgré tous ces échanges d'insultes, Battler finit littéralement par tout balancer sur le trésor de l'île. Les enfants, répétez après moi, facilité d'écriture. Du coup, le trésor de l'île serait des cornes qui auraient un pouvoir incommensurable. Et c'est pour cela que Battler a débarqué sur l'île avec son violon qui contrôle un troupeau de mange-cornes pour trouver ce trésor. Allez les mange-cornes au travail. Luffy et les autres s'enfuient et font un peu le point sur la disparition de Chopper et combien il est important de le retrouver. Regardez, ce sont uniquement les animaux à cornes qui ont été visés. Ce qui signifie que Chopper est en grand danger. Il est plus fort que vous ne croyez. Ah oui, tu crois? Usopp, ferme ta gueule. Ils se font finalement emmener auprès du roi dans l'espoir de retrouver Chopper et du côté de ce dernier, on découvre déjà la face un peu plus sombre de Mobambi. Puisque dès que Chopper mentionne des amis pirates, alors là... Oublie-les. On t'a accueilli sur cette île. À partir de maintenant, tu as de nouveaux amis et tu n'as plus besoin d'être un pirate. Tu vas vivre ici. En effet, Mobambi a perdu son père en mer face à un pirate et il est sur les clichés et juge tous les pirates comme mauvais. Ce qui est pas très cool.
Ce n'est pas vrai, tous les pirates sont méchants! Petit con intolérant, va. Paraît que t'as des propos intolérables, où y a pas de tolérance. Après que son père se soit fait assassiner, il a été recueilli par les animaux et accepté comme l'un des leurs. Mais bon, pas le temps de chialer sur cette backstory incroyable, et on rapporte à Mobambi et Chopper qu'un humain est derrière toutes les attaques de troupeaux de manche-cornes, et qu'il risque de se diriger par ici. Chopper, vous le devinez bien, prend cette nouvelle avec beaucoup de courage et de... Mais fort heureusement, les humains se révèlent être Luffy et les autres, qui retrouvent enfin leur ami. Peut-être l'occasion d'enfin briser les clichés de Mobambi. Oui, tu sais, mais t'aurais pas un peu de viande? Il va... J'ai dit une connerie? Oh, comme d'hab. Nami tente de leur demander s'ils ont la moindre info sur le trésor, mais il semble qu'ils n'en savent strictement rien. Oh. Mais que les anciens ont peut-être une idée. Ah. Mais ils sont morts lors des raids. Oh. Mais pas le temps de tergiverser, vu que les vilains fouillent l'épave de Mobambi et trouvent un livre révélant le secret du trésor de l'île des animaux. Et il est donc dit que le secret de ce trésor, c'est l'aventure, les frissons que procure sa recherche... Non, je déconne, c'est les cornes du roi des animaux. Battler demande à ce qu'on lui remette le roi des animaux et menace d'utiliser ses manches-cornes. Chopper décide donc courageusement de servir d'appât. Allez-y et ne le ratez pas! Il s'est enfui. Ça veut probablement dire que Chopper est un froussard. Ah oui, être élevé par des animaux, ça aide pas niveau intellect, hein. Luffy et les autres décident de partir l'aider, mais Mobambi est encore traumatisé par la mort de son père et ne se sent pas de taille à les affronter. Écoute, c'est pas si grave si t'es une mauviette. Pardon? Bien sûr, Luffy nous offre le même discours. Si t'es même pas capable de risquer ta vie pour tes amis, même à 8 ans, c'est que t'es vraiment un faible. Tout le monde part aider Chopper. Mobambi a l'idée judicieuse de demander aux autres animaux de venir l'aider. Parce que, après tout, les sujets ont pour but de protéger leur roi, non? Devient roi celui qui reçoit le pouvoir des cornes, ce qui n'est pas le cas de Chopper. Quoi? Mais je croyais qu'il était le roi de la prophétie, ça compte plus finalement? Pourquoi? Tu ne dois plus penser aux reines, Mobambi. Pour l'heure, on est impuissant. Il faut élire le nouveau roi des animaux qui sera en mesure de prendre les bonnes décisions. Bah, techniquement, c'est votre roi, donc c'est de la haute trahison, ce que tu dis. Faites-moi retirer ce traître et je le prendrai saignant, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, les chapeaux de paille interviennent et on a le droit à nos affiches d'affrontement. Bien évidemment, Luffy contre Battler, qui semble se dessiner. Qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas dans un film! Oh là 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 là, mais tu vas la fermer ta gueule! Et petite originalité du moyen-métrage, nous avons Sanji qui s'occupe de l'épéiste et Zoro du spécialiste d'arts martiaux. Et autant dire que même si les combats essaient d'être un peu palpitants en torturant nos deux héros, ils one-shot chacun comme prévu les deux vilains en insultant leurs capacités et en faisant un joli petit clin d'œil à l'autre. Je connais un gars dont les coups de pied sont vraiment redoutables. Qui ne lui arrive pas à lâcher. Moi, je connais quelqu'un dont le maniement du sabre, c'est autre chose. Nami et Usopp de leur côté montent un plan pour coincer les manche-cornes et Chopper est toujours poursuivi par Battler jusqu'à l'arrivée de Mobambi. Ce dernier tente de piéger Battler avec les vraies cornes du roi des animaux, mais il échoue et il se fait sauver in extremis par Luffy. T'as pris énormément de risques. Pourquoi avoir fait ça? Parce que tu m'as dit de le faire. T'as tout compris. Mais malheur, Battler trouve les cornes et les mange et ainsi nous avons une vue sur le monstre qui pourra ébranler le ciel et la terre. Tiens! C'est donc comme ça que naissent les furies. Intéressant. Bon, pour une fois, Luffy en chie pas mal et se fait même dégager vite fait. Et enfin, Chopper se sort les doigts et affronte Battler sous plusieurs de ses formes et montre qu'il est pas un trouillard. Ouais, enfin, t'aurais pu te transformer bien avant quand même, hein. Mais bon, Chopper, il est là, bien dans ses appuis et il... Et attention, vous voulez pas savoir quoi? Eh ben en fait Battler c'était le tueur du père de Mobambi depuis le début. Quoi, vous avez déjà oublié? Bon, devant cette révélation qui est juste, naze en fait, Mobambi apprend aussi que Battler n'est en soi pas un pirate. Donc pour Mobambi, il n'y a plus aucune raison de détester les pirates. Les zoologistes par contre, bref, Mobambi défend Chopper, s'apprête à se faire écraser, mais heureusement les animaux de l'île viennent pour les secourir, ou récupérer les cornes et dilapider Mobambi sur place publique, mais imaginons que c'est la première option. Mais bon, allez, on y croit, on va voir comment il va les aider. Bon, Luffy revient au héros, pète la gueule à Battler et détruit ses cornes qui lui retirent tous ses pouvoirs de furie. Mobambi devient roi des animaux parce que... prophétie, ils l'ont élu, bref, on s'en fout. Et comme il n'y a pas de trésor à la clé, l'équipage décide de se casser, personne n'a rien appris. Enfin si, Chopper a appris à être plus courageux. Enfin, il l'était déjà. Du coup, il a appris à... plus ne pas l'être.
Ou plutôt à ta mère. Bref, ça n'a servi à rien, et moi non plus, parce que là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me faire un safari. Sur ce, à plus. Ah oui, voilà. Bon, là je crois qu'on y est, on est tombé sur notre première merde de parcours dans notre rétrospective. Je suis muet d'admiration. Si les deux autres films étaient plutôt moyens, ici on est clairement devant un sacré bordel, et beaucoup de choses ne vont pas dans cette production. Mais il va être assez intéressant de se pencher sur les soucis de ce film, puisqu'il met parfaitement en lumière ce qui ne va pas avec les moyens métrages One Piece jusqu'à maintenant. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Mon petit, cette paix, c'est pourquoi luttent tous les vrais guerriers. Je me demande ce que Ganon est en train de faire. Alors oui, le cas de Chopper et Mobambi mérite une partie à elle toute seule, puisque pour moi, ils sont clairement le cœur du film, et la représentation parfaite de ce que voulaient faire les créateurs sur ce moyen métrage. Comme je l'ai dit dans l'intro, l'idée de faire de Chopper le héros de son propre film est une idée excellente sur le papier. One Piece a une galerie tellement énorme de personnages que je trouve toujours ça assez vain d'inventer de nouveaux protagonistes sur un format aussi court que le moyen métrage. En prenant Chopper comme héros, le spectateur est déjà familier avec le personnage, et il y est déjà bien attaché, donc la moitié du boulot était déjà fait. Et on va pouvoir profiter de ce moyen métrage pour aborder un trait du personnage qui n'est pas forcément pris en compte dans la série. Donc oui, l'idée est super. Mais maintenant va falloir voir l'exécution. Et là, wallalalala. On est clairement sur un gros tir manqué, hein. Dès l'intro du film, on nous rabâche le fait que Chopper est un personnage peureux. Il n'a pas beaucoup confiance en lui et l'équipage lui fait bien comprendre qu'il va falloir qu'il se ressaisisse. Si tu as peur de ces histoires, ça veut dire que tu ne fais pas vraiment partie de l'équipage. L'intention est donc là, les événements du moyen métrage vont faire que Chopper devienne de plus en plus courageux et donc prouver qu'il mérite sa place chez les chapeaux de paille. Voilà, le seul souci c'est que... c'est pas vraiment ce qui est abordé avec le personnage pendant le film. Si ? Je vois vraiment pas en quoi cette peur est un gros souci du personnage tout le long de l'intrigue. Oui, il est un peu couard lorsqu'il voit un truc qu'il ne connaît pas approcher, mais c'est à peu près tout. Pour le reste, il gère tout très facilement sans trop d'hésitation. Chopper n'a même pas peur des vilains, il fait même tout pour protéger l'île et les affronter directement. Il y a aucune impression de déclic ou de questionnement. Même lorsque Battler se transforme en énorme monstre, jamais, à aucun moment, Chopper n'est paralysé par la peur. C'est pas comme dans l'arc Alabasta où Chopper se dépasse car il est impressionné par le courage de Usopp face à Mr. Four et Miss Merry Christmas. Je ne te laisserai pas te moquer de lui comme ça, Dandan! J'ai pas l'intention de vous laisser faire. Non, là, dans ce film, y a rien. Chopper attire le vilain loin des autres animaux pour les protéger et il se bat comme tout le monde. Donc vraiment, je comprends pas ce qu'on veut raconter avec cette histoire. Surtout qu'encore plus étrange, le cadre de l'histoire prête bien plus à une autre grande thématique du personnage de Chopper. Sa solitude. Chopper, c'est quelqu'un qui s'est toujours senti rejeté de par son apparence, que ce soit avec les rennes ou les humains. Il sera sorti de cette solitude d'abord en la personne du docteur Iluluk et du docteur Kurea, puis avec Luffy et son équipage. Dans ce film, on se retrouve littéralement sur une île où Chopper peut côtoyer des animaux bizarres qui seraient rejetés n'importe où ailleurs. Et à aucun moment, Chopper se demande si cette île n'est pas l'un des seuls endroits au monde où il ne serait pas vu de manière étrange. Et ça, c'est juste fou! Tu crées littéralement un univers parfait pour créer une thématique essentielle sur un de tes personnages phares, pour finalement complètement viser à côté! Je glisse une idée juste comme ça. N'aurait-il pas été plus judicieux de mettre Chopper face à un choix plus cornélien, opposer par exemple le confort d'être enfin accepté pour ce qu'il est sur cette île, plutôt qu'une vie d'aventure incertaine et semée d'embûches? Là, ça pourrait parler au personnage qui s'est toujours senti rejeté. Là, on peut aller plus loin dans la caractérisation du personnage. Là, on raconte quelque chose. Le fait qu'il devienne le roi de l'île aurait pu exacerber le fait qu'il se sente enfin à sa place et utile, mais non. Chopper ne se pose pas vraiment de questions en voyant d'autres animaux aussi étranges que lui et n'attend qu'une seule chose, c'est de repartir avec Luffy. Il y a donc au final rien à raconter et ça devient très vite chiant à suivre. Et en parlant de trucs chiants, on a aussi le personnage de Mobambi, qui est le seul à avoir un vrai parcours qui finit par faire de lui le roi des animaux. Il a vaincu sa peur pour aider son ami et il a effacé ses préjugés sur les pirates. Donc déjà, ça c'est bien. Mais bon, après, le personnage reste aussi très bof. On a toujours le même problème des gamins dans les films One Piece et je ne reviendrai pas encore là-dessus. On en a amplement parlé dans les 2 dernières vidéos. Mais là, en plus, je trouve le perso bien trop souvent antipathique. Genre le gars niveau préjugés et agressivité, il se pose là. Et c'est pas un petit passé tragique qui va arranger ça, hein. Chopper est notre roi maintenant et il doit rester avec nous pour toujours pour protéger l'île. Il est accro ce pauvre garçon. D'ailleurs, le fait de révéler à la fin que c'est le méchant qui a tué son père, bon, plus cliché tu meurs, mais en plus on rajoute le fait qu'il n'est pas un pirate. Donc Mobambi n'a plus aucune raison de détester les pirates, vu que c'est un zoologiste qui a tué son père. Elle ne savait pas que c'était moi qui avais fait assassiner son papa. C'est nul.
Je veux bien que ça fasse prendre conscience à Mobambi qu'il était dans l'erreur, mais c'est fait de la manière la plus facile qui soit. Il aurait été plus satisfaisant que le personnage arrive à vaincre ses préjugés envers les pirates via l'influence de Chopper et Luffy. Un peu comme le personnage de Nami dans le manga, tout hasard. Vu que vous aimez piquer des idées du manga, vous auriez pu piquer celle-là. Oui, et c'est justement l'espèce que je déteste le plus au monde. Le personnage de Mobambi n'est jamais touchant. Pourtant, Dieu sait que j'ai la corde sensible pour les archétypes d'enfants sauvages, comme le Tarzan de Hudson, l'enfant sauvage de Truffaut, ou même le segment de l'enfant loup dans le docu-fiction Homo sapiens. Ouais, je sais, c'est très précis. Mais là, Mobambi, il a rien d'un gamin sauvage, c'est juste un enfant en slip dans la jungle. Ça permet aux gamins de mieux s'identifier, à ce qui paraît. C'est dommage, car on aurait pu partir sur quelque chose de plus complexe, sans être compliqué. Vous savez, un truc simple. Pas simpliste. Par exemple, le fait que Mobambi déteste juste les humains. À ce moment-là, le parallèle avec Chopper serait bien plus pertinent et rendrait aussi Mobambi plus complexe en tant que personnage. Il déteste les humains à cause de son traumatisme et du mal qu'il provoque aux animaux. Et pour lui, Battler serait une belle preuve pour son raisonnement. Il pourrait même haïr sa condition humaine et embrasser sa part animale, à l'inverse de Chopper qui a adopté un caractère plus humain pour s'intégrer. Déjà, là, ça fait un peu plus envie, non? Mais non, vous savez, faut vendre des peluches aux gamins et faut pas trop les faire réfléchir avec des exercice de pensée trop profond, hein. Quel genre de studio d'animation ferait ce genre de choses aussi con? Ça marcherait jamais. Encore une fois, il y a tout pour faire un bon film, mais les scénaristes visent à chaque fois à côté pour aller au plus simple. Et c'est triste quelque part, car vraiment ces films ont le potentiel d'être de sympathiques aventures complémentaires à la série, comme certains HS de l'animé qui avaient des arcs plutôt sympatoches et créatifs en vrai. Mais bon, encore faut-il que les personnages soient à la hauteur, et ce n'est pas le cas de nos deux principaux protagonistes. Mais bon, l'histoire aide pas non plus. Et je vais vous présenter un très beau violon. Voici le violonneux Daniel. Vous me jouez un rigodon, hein? Hein, Daniel? Vous savez, je dis toujours pour des films de 55 minutes, mieux vaut vraiment aller au plus simple concernant l'histoire. Un peu comme les moyens métrages Dragon Ball, qui étaient pas parfaits, mais au moins c'était de sympathiques petites aventures sans prétention. Ici, on sent bien qu'on essaie aussi de faire simple, mais même ça, ils arrivent pas à le faire tenir debout. Déjà, rien que les premières secondes sont débiles. Pourquoi introduire l'île via une carte au trésor? Ils pouvaient pas tomber sur l'île par hasard et apprendre qu'il y avait un trésor après? D'ailleurs, ils tombent sur l'île comme par hasard, donc la carte servait à que dalle au final. Et ça me fait dire en plus que Nami croit n'importe quelle carte au trésor de merde qui indique ni emplacement sur l'île, ni indication de quel type de trésor il s'agit. Je veux dire, dans le premier film, au moins la carte indiquait où se trouvait le trésor via des énigmes, et le trésor de Wunan est connu, donc on se pose pas trop de questions. Mais je sais, on va venir me dire, mais c'est pour encourager les chapeaux de paille à explorer l'île de fond en comble. Bah non, la disparition de Chopper est parfaitement utilisée à cet effet, donc ça sert vraiment à rien. Cette carte au final sert juste d'excuse pour amener une conversation autour de la lâcheté de Chopper, ce qui aurait pu être amené de 1001 autres façons différentes. On va me dire que je chipote, mais ce genre de maladresse d'écriture dans ce film, il y en a trop. Par exemple, on a la prophétie du roi des animaux, qui change tous les quarts d'heure pour aller avec les aléas du script. D'un coup, il faut qu'il tombe du ciel avec les geysers, d'un autre, faut que les geysers soient dorés, et il n'est pas nécessaire qu'il tombe du ciel, ou sinon, on désigne le roi démocratiquement, ou alors, on peut bouffer les cornes de l'ancien roi pour être techniquement le roi des animaux. Ça n'a aucun putain de sens. Quand vous installez une règle dans votre intrigue, vous pouvez pas passer outre comme ça, comme si de rien n'était. C'est pareil quand Chopper devient roi et qu'aucun animal essaie de le protéger. Ils vont carrément le renier de son titre pour pas s'emmerder, c'est quoi ce truc? Cela rend vraiment les animaux de cette île très antipathiques et ils ont beau intervenir vers la fin, vu la valeur de leur intervention, je leur donnerai pas ma sympathie pour autant. Mais attendez, j'ai pas encore abordé le gros du morceau. Oh non, par pitié, il manque déjà dedans. Nos fameux vilains. Bordel de cul, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, quand même. Bon, je vais être magnanime, on va leur noter un bon point. La scène qui les montre arracher des cornes aux animaux est assez bonne pour nous signifier de leur cruauté. Mais tout est désamorcé dès qu'ils rencontrent l'équipage de Luffy. Ce sont juste des bouffons qui ont même pas l'air balèzes. À tel point que c'est Sanji qui s'est occupé de l'épéiste et Zoro le champion d'arts martiaux. Et Battler est tellement naze, nom de Dieu, même en méchant qui se veut ridicule. Dites donc vous. Ce genre de vilain, il y en a pas mal dans One Piece et les scénaristes semblent bien au courant vu qu'ils ont copié leur méchant sur Wapol. Mais ce dernier portait un message et était un exemple de souverain égoïste et lâche qui était tout à l'opposé de Vivi. Pour Battler, on sous-entend des mésententes avec le père de Mobambi, mais c'est vite expédié, pas développé, donc bon du coup, on s'en branle du méchant, non? On n'est rien à branler. Battler, c'est un vilain burlesque, digne d'un épisode HS random, et sa forme furie n'y changera rien, il est juste plus fort, et certes
reste, je vais lui donner un autre bon point car il a l'air de bien faire chier Luffy, ce qui donne un combat final plus intéressant que les deux derniers, mais pareil, c'est dommage de ne pas faire de Chopper son opposant final. Vu que, je sais pas, c'est pas un peu lui le personnage principal du film? Faut toujours que ce soit Luffy qui finisse les ennemis? C'est vraiment obligé? Ah non, de dieu de cul! Et puis bon, c'est pas comme si le scénario faisait tout à chaque fois pour mettre Luffy en incapacité pour arrêter les méchants avant qu'ils ne se transforment. Ça aussi, dans le genre écriture grossière, ça se pose là, hein. Bref, Battler n'a pas grand chose pour lui et il risque pas d'être très haut dans les tier lists de méchants des films One Piece. Quant aux deux sbires, j'en parlerai quasiment pas tellement ils ont aucun intérêt à part leur affrontement avec Sanji et Zoro. Et qui, je dois dire, révèle encore une fois une des qualités de ces moyens métrages. La dernière fois que t'as pris une douche, c'était quand? Le 24 décembre. Bon, avouons-le clairement, on est face au film le plus joli de la trilogie. La patte graphique a clairement changé et cela on le doit sans doute au changement de directeur d'animation, Noboru Koizumi, qui clairement se démarque par rapport aux deux dernières productions. Déjà au niveau des caractères design, où certes les personnages ont l'air de se mettre un bidon d'huile sur la peau avant chaque plan, mais ils donnent aussi une gueule assez nouvelle aux protagonistes et je dois dire que j'aime bien cet effet qui donne des couleurs pétantes à notre casting en phase avec l'environnement tropical. D'ailleurs, pour les designs des vilains, ils sont toujours assez excentriques, mais déjà un peu plus cohérents que le film précédent. Président Ebi et son design long et affiné faisant bien sûr référence à son nom, il porte une tenue faisant écho à celle des matadors pour accentuer son aspect charmeur entre grosses guillemets. Quand je jette mon dévolu sur une femme ou un ennemi, je ne rate jamais ma cible. Mon surnom est Ebi le venimeux, même les serpents me craignent. Son arme aussi est plutôt cool, avec une épée se déployant tel un fouet lui faisant une belle portée pour toucher son adversaire. Par contre, je m'explique toujours pas les marques sur sa gueule. Hot Dog quant à lui porte des habits de martialiste asiatique avec un joli collier pour chien faisant référence à son nom, mais surtout à sa gueule de véritable bulldog qui, je dois dire, me met très mal à l'aise. Oh Butler, voici de la mayonnaise et du ketchup, nom d'un chien. Imbécile! Et enfin leur leader, Battler, est lui aussi une caricature d'aristocrate du 18ème qui contraste complètement avec son attitude de fou dangereux. Alors en vrai, je vais le dire, je trouve pas le design extraordinaire, j'irais même jusqu'à dire qu'ils se sont vraiment pas foulés pour celui-là, mais ils sont en total accord avec le style de design de Oda qui a pour particularité de souvent accentuer la laideur d'un personnage en accord avec un de ses principaux traits caractéristiques. Avec Battler, on est en plein dedans, c'est un petit rondouillard colérique et ridicule qui se donne de grands airs raffinés avec sa tenue, ses larbins et son violon. Bon, après dommage que les yeux et sourires à la Joker grillent un peu le truc, mais bon, on voit ce qu'ils ont essayé de faire. Vous semblez mesurer que je suis une personne redoutable et vous voulez sans doute savoir jusqu'à quel point je suis génial, n'est-ce pas? Pas du tout. Quant à sa forme Monstre Fury, je ne la trouve pas très recherchée. On est face à une énorme boule de poils avec un air méchant qui pourrait passer pour n'importe quel monstre random d'une île de Grand Line. Il y avait clairement bien mieux à faire. C'est d'autant plus rageant que le design le plus beau et recherché des animaux de l'île n'est ni plus ni moins que celui de l'ancien roi des animaux, Kirin Lion, qui tire clairement son inspiration du griffon de la mythologie grecque et le Kilin de la mythologie chinoise. Le design en impose et il est bien dommage de ne le voir que si peu de temps ou de ne pas avoir tiré profit d'un design similaire pour la transformation de Battler. Mais bon, je suppose qu'un design aussi complexe aurait été très compliqué à animer. Quant à l'île en général, c'est peut-être le gros bon point du film. L'île est belle et elle a sa manière de fonctionner. Comme je l'ai dit dans les dernières vidéos, ce que j'aime dans One Piece, c'est me sentir dépaysé à chaque découverte d'île. Et là, on y est. Alors oui, on est dans une simple jungle, mais les créatures qui l'habitent sont assez extravagantes pour faire de ce lieu une île assez unique, même si on retrouve le concept des animaux bizarres sur l'île des animaux rares dans l'arc Gaimon. Mais je pardonne vite fait ce manque d'originalité vu combien les animateurs font des efforts pour nous présenter vite fait des animaux au look étrange de leur création. Bon, par contre, je vous conseille de pas trop regarder les animaux quand ils sont moins détaillés en arrière-plan parce que là, on est à la limite du foutage de gueule niveau dessin. Ta mère la p***, voilà. Mais il n'empêche que le changement de direction artistique sur ce film me plaît beaucoup et montre quelque part une vraie volonté de se démarquer en termes graphiques par rapport à ses prédécesseurs. Cela se voyait dès les trailers que le film voulait faire une petite aventure HS assez jolie qui se suit assez bien et il manque plus qu'à voir si cela a trouvé un écho chez le grand public. C'est quoi ça? Ouais, c'est l'argent. Ben moi j'aime bien quand même un peu, en scred. Tranquille, je veux pas un yacht, mais je veux être bien, d'accord?
Comme je l'ai dit dans l'intro, le film était source d'attente pour la Toei Animation. Le succès du deuxième film leur avait fait pousser des ailes, et il était normal pour eux de surpasser ce résultat avec ce moyen métrage. Mais il fallait aussi compter sur le fait que le troisième film Digimon fasse aussi venir pas mal de monde, puisqu'en effet, le succès de ce film n'est pas uniquement conditionné sur l'attrait du moyen métrage One Piece, mais aussi sur celui du film Digimon. C'est donc probablement pour cela que le film ne fera pas mieux que son grand frère, mais arrivera tout de même au score de 2 milliards de yens au box-office. On peut se l'accorder, c'est bien moindre que ce que pouvait espérer le studio, mais ça reste un résultat loin d'être dégueu quand on sait combien certaines productions du même type galèrent à déjà rassembler 1 milliard de yens. Tu vas chialer? Quant aux critiques, aujourd'hui on considère ce film très souvent comme le pire de toute la saga de films dérivés One Piece, et cela peut se comprendre, même si Oda nous fait montre de sa grande impartialité et capacité critique envers ce film. J'ai assisté à la projection test du film One Piece. La réaction du public a été superbe, le royaume de Chopper est fantastique. Ce serait une île géniale, j'adorerais y aller. Ah, le maître m'a mouché, il a tout dit, je n'ai plus d'arguments. Mais bon, il est clair que pour les exécutifs du studio, le manga et l'anime One Piece méritent bien plus que de simples moyens métrages, et qu'il serait peut-être temps de passer à la vitesse supérieure. Et le chanteur, ça va dans ta caverne? Je te jure qu'on se les gèle ici. Allez, on en a pas pour longtemps. J'ai l'impression d'être dans le refuge d'un Yeti. Je t'aimerai toujours. Comme vous avez pu le voir au cours de ces 3 dernières vidéos, l'arrivée de One Piece au cinéma s'est faite de manière assez timide, via des moyens métrages que l'on pourrait facilement juger comme peu intéressant. Mais il y a une chose que je veux mettre au clair. Leur échec artistique ne s'explique pas simplement par un manque de talent des équipes impliquées, ou d'un manque d'envie de raconter quelque chose. Non, la vraie raison que j'ai ressentie derrière, c'est bien plus une incompatibilité entre le format et les histoires proposées. Je m'explique. Il faut savoir que les formats de court et moyen métrage, ce sont des manières de raconter des histoires bien différentes que ne peut l'être un long métrage ou une série. C'était même la norme au tout début du cinéma, au vu du prix de la pellicule et les balbutiements du langage cinématographique. Et encore plus pour le cas de l'animation, qui se contentait bien plus souvent à du format court et moyen, pour présenter ses œuvres qui se voulaient plus être des divertissements pour enfants simplistes. Ce n'est qu'au fur et à mesure des années et des innovations artistiques de ce médium que la norme du long métrage émergera, que ce soit en live action ou bien plus tard en animation à partir des années 40 et 50. Mais cela ne veut pas dire que les courts et moyens métrages se sont perdus pour autant. Au contraire, ces formats se sont épanouis dans la scène indé et a permis à des artistes d'expérimenter, tester de nouvelles méthodes narratives pour faire passer leur message ou créer des concepts intenables sur une durée de plus de 60 minutes. Bref, toute cette aparté pour dire que le format du court et moyen métrage doit être motivé par une idée créative pour réussir, et non comme on le voit ici, comme une contrainte organisationnelle. Ces 3 films One Piece sont calibrés pour entrer dans un moule bien précis et essayer d'imiter quelque chose qui ne s'adapte pas sur un temps de seulement 50 minutes, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, le premier souci a été d'à chaque fois vouloir créer une sorte de mini-arc One Piece sur seulement 50 minutes. Et attention, pas un arc tranquille comme celui de Gaimon, par exemple. Non, il nous faut de l'action, des méchants, de nouveaux protagonistes, en gros tout ce qui nous fait vibrer dans les grands moments de One Piece. Mais le problème, c'est que cela ne rentre pas. J'ai plus de place, j'ai plus de place. One Piece, c'est un manga touffu, truffé de personnages et de concepts. Il y a bien trop de choses à mettre là-dedans. Comment voulez-vous raconter une histoire aussi pleine, se voulant aussi grande, en aussi peu de temps? Il aurait été plus malin de se concentrer sur quelque chose de plus intimiste, ou tout lancer sur un concept unique, comme une île étrange que l'équipage explore sans nécessairement faire intervenir d'autres vilains. Mais bon, ça en théorie c'est ce qui marcherait artistiquement parlant, mais ça nous amène au deuxième souci, c'est la cible que visent ces films. Parce que oui, je suis bien gentil avec mes prétentions artsy, mais est-ce que tout ça, ça rapporterait du pognon? Bien sûr que non! Le but de ces moyens métrages, ne soyons pas naïfs, c'est de capitaliser sur la franchise et viser un tout jeune public pour renouveler la communauté de fans One Piece qui s'empresseront d'aller acheter le manga, regarder l'animé et s'arracher les doudous de Chopper. Après, je suis pas con non plus, la production d'animé en soi est déjà un produit dérivé des mangas qu'ils adaptent, et c'est pas depuis One Piece que la Toei fait des productions pour vendre des jouets, et c'est pas Saint Seiya et DBZ qui vont venir me dire le contraire. Faire des séries pour des enfants et préados n'est cependant pas une fatalité pour les artistes et artisans du média animé, et c'était déjà valable il y a 30 ans chez les cadors de la Toei, comme pour One Piece il y a déjà 15 ans, et encore aujourd'hui. Donc oui, ces 3 moyens métrages étaient pour moi condamnés d'avance à être nazes, ou au mieux moyens.
Ils ne peuvent pas être ambitieux comme ils l'entendent dû à leurs limitations techniques et artistiques. Ils ne peuvent pas être innovants dû à leur audience. Et ils ne peuvent pas être originaux dû à la pression du studio qui cherche vite son retour sur investissement. C'est triste quelque part de voir des films produits comme ça pour être aussitôt vus et aussitôt oubliés. Mais une nouvelle ère s'offre à nous. Fini les moyens métrages bas de gamme. Bientôt nous allons pouvoir tester One Piece en pleine capacité de ses moyens sur des longs métrages qui auront à loisir de faire rentrer leur univers sur un temps d'écran plus long qui, nous l'espérons, nous fera finalement vibrer. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Mettez un j'aime, commentez et dites-moi ce que vous pensiez de ce film avant de voir cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde.